Dans cette histoire, nous suivons notre protagoniste, un professeur d'université, nommé professeur Yakutani. On le voit travailler sans relâche sur ses recherches, jusqu'à ce qu'un de ses collègues lui rappelle qu'il a une réunion à laquelle assister. Après avoir terminé cette réunion, Yakutani se rend compte qu'il a besoin d'une courte pause. En mangeant un sandwich, on apprend qu'il a perdu sa petite sœur à cause d'une maladie incurable. Dégoûté par l'incompétence du monde, il décide de créer des médicaments pour éviter que cela n'arrive à quelqu'un d'autre. Après avoir expérimenté des produits chimiques, Yakutani réalise qu'il travaille depuis 25 heures d'affilée. Il note la durée sur son poignet avant de se reposer pour le lendemain. En réglant son alarme, Yakutani s'endort lentement et meurt dans son sommeil. Il se réveille dans un autre monde, face à une servante nommée Charlotte, ou l'hôte pour les intimes. Elle conseille à Yakutani, désormais appelé Falma, de ne pas se lever trop vite, car il a récemment été frappé par la foudre. Falma se rend compte qu'il n'est plus dans son corps habituel et qu'il est dans un tout autre monde. La servante, pensant que Falma a perdu la mémoire, lui révèle son nom complet, Falma de Médicis. Falma déduit alors qu'il est probablement mort dans son sommeil. Charlotte se présente officiellement, puis lui retire ses bandages. Regardant son poignet, Falma confirme que sa vie passée n'était pas un rêve. Charlotte remarque une marque sur Falma, qu'elle attribue à Medicamento, un dieu de la médecine qu'elle remercie pour avoir protégé Falma. Pour rafraîchir sa mémoire, Charlotte explique que Falma appartient à la famille Médicis, un grand clan du royaume du Saint-Fleuve, et thérapeute de la famille royale. Son père est président de l'école impériale des apothicaires, et noble archiduc. Au bout d'un couloir, elle lui présente son père, sa mère avec sa sœur blanche dans ses bras. Elle mentionne aussi son frère aîné, déjà très réputé et qui étudie dans la faculté médicinale de Nobalt. Elle mentionne aussi que leur père a de grandes attentes envers eux deux. Falma apprend également qu'il peut utiliser des arcanes, semblables à la magie. Cependant, il prétend avoir oublié comment les utiliser. Charlotte panique, car les Médicis doivent absolument maîtriser la magie. Elle lui ordonne de trouver une solution rapidement, lui rappelant qu'il a une affinité pour la magie de l'eau. Seul dans sa chambre, Falma suit les conseils de Charlotte, il imagine de l'eau se formant dans ses mains. Utilisant ses connaissances passées sur les atomes et les liaisons chimiques, il parvient à créer de l'eau, sa marque brillant intensément. Ne sachant pas contrôler sa magie, Falma libère le sort par la fenêtre, trempant Charlotte dans le jardin. Heureusement, elle est ravie qu'il ait retrouvé sa magie. Falma commence à expérimenter davantage et découvre qu'il peut créer des matériaux comme l'or et le sucre, mais uniquement des substances simples, pas des mélanges. Il réalise aussi que sa main gauche sert à créer les matériaux, tandis que sa main droite les supprime. Entendant frapper à la porte, Falma range rapidement son travail avant d'accueillir Charlotte, qui se précipite pour le féliciter d'avoir retrouvé l'usage de la magie. Soudain, Charlotte s'interroge, Falma aurait-il aussi oublié ses connaissances en médecine? Elle l'avertit que son père a l'habitude de le tester de manière imprévisible. Emmenée dans une salle d'études, Falma est impressionnée par les attentes de son père, qui veut qu'il mémorise tous les livres à un si jeune âge. En les feuilletant, Falma réalise que ce corps avait déjà mémorisé ses connaissances, bien qu'elles soient bien inférieures à celles de son ancienne vie. Au dîner, Falma salue sa famille, qui s'inquiète de sa santé. Les rassurant, il observe avec mélancolie sa famille profiter joyeusement du repas, ressentant de la culpabilité pour avoir pris le corps de ce jeune garçon. Soudain, son père lui demande quel médicament a été utilisé pour soigner ses blessures. Pris au dépourvu, Falma répond calmement avec la réponse attendue, ce qui satisfait son père. Il annonce que Falma reprendra ses leçons avec Éléonore. Le lendemain, Falma rencontre Éléonore, qui trouve son comportement différent et le confronte à son formalisme inhabituel. Se présentant comme la meilleure élève du père de Falma, Éléonore Bonnefoy, ou Éléonore, elle continue de le questionner. Pour détourner les soupçons, Falma évoque son expérience avec la foudre. Se sentant coupable, Éléonore propose de revoir les types de magie existants dans ce monde, précisant que chaque personne est liée à une divinité protectrice. Le père de Falma, son frère et Falma lui-même, sont associés à Medicamento, tandis que Éléonore est protégée par Aquario. Éléonore explique les types de magie, feu, eau, terre, vent et néant. À propos du néant, elle précise que c'est une magie non conventionnelle, disparue depuis 300 ans. Falma apprend que sa magie de création et de destruction est comparable à celle d'un dieu ou d'un monstre. Près d'un lac, Éléonore initie Falma à l'entraînement magique et lui rappelle que les baguettes amplifient la magie. Elle lui montre un sort de lance d'eau à longue portée, utilisant une baguette pour canaliser son mana. Falma, utilisant la baguette d'Éléonore, imagine le même sort sans incantation. Une énorme quantité de mana s'y engouffre, créant une lance d'eau puissante qui renverse tout autour. Étonnée par cette puissance, Éléonore décide de mesurer la capacité magique de Falma. Falma prend un bâton magique, dont l'extrémité brille en blanc, terrifiant Éléonore qui comprend que le bâton est incapable de mesurer la limite de son mana. Éléonore lui fait promettre de ne révéler cela à personne. En retournant, Falma aide Éléonore, qui a cassé ses lunettes, et suggère d'utiliser ses doigts comme lentille temporaire. En voyant un doigt d'Éléonore luire, il se demande si elle s'est foulé le doigt. Quand Falma lui pose la question,
Éléonore panique, se souvenant des récits de médicamentaux, divinité capable de diagnostiquer toute maladie grâce à son regard omniscient. Éléonore remarque aussi que Falma n'a pas d'ombre, ce qui l'effraie davantage, pensant qu'elle pourrait être en présence d'un dieu. Après avoir effrayé Éléonore, Falma est conduit au bureau de son père. Il apprend qu'Éléonore a brusquement décidé de quitter son rôle de professeur. Lorsque son père lui demande s'il connaît la raison de ce comportement étrange, Falma feint l'ignorance et suggère qu'elle pourrait être malade. Convaincu qu'Éléonore est malade, son père demande à Falma de lui livrer un médicament, accompagné d'une note explicative. Seule, Falma inspecte le médicament et réalise que la prescription de son père n'aidera pas Éléonore. Il décide alors de fabriquer un médicament issu de ses connaissances de son ancienne vie et y ajoute des instructions d'utilisation. En rendant visite à Éléonore, Falma est surpris de la voir recouverte d'une armure. Éléonore l'accuse de vouloir l'éliminer, ayant découvert sa puissance. Falma la rassure, affirmant qu'il agit au nom de son père, et lui remet le médicament prescrit. Effrayée, Éléonore pense que Falma essaie de l'empoisonner. Il lui donne alors un onguent pour son doigt blessé ainsi que le médicament qu'il a conçu. Falma insiste sur le fait qu'il veut vraiment qu'Éléonore redevienne son professeur. À genoux devant lui, elle hésite. Falma souligne qu'il souhaite simplement apprendre d'elle, comme n'importe quel autre élève. Pensant qu'elle ne répondra pas, Falma décide de partir, s'excusant de l'avoir effrayée. Il lui offre des fleurs bleues en guise d'adieu, lui souhaitant le meilleur et promettant de ne plus la déranger. Le soir, Éléonore, seule, réfléchit à prendre ou non le médicament que Falma a créé. Méfiante envers ce médicament en poudre, elle remarque les fleurs offertes par Falma et se souvient qu'aucune divinité n'a jamais fait de mal aux humains. Si Falma était vraiment médicamenteux, il ne représenterait aucun danger. Le lendemain, Éléonore revient voir Falma, toujours en armure par précaution. Elle explique qu'elle se sent responsable de lui, étant la seule à connaître son secret. Elle le remercie également pour son médicament, amer mais efficace, qui la guérit plus rapidement que celui prescrit par son père. Décidée, Éléonore organise une leçon sur une île inhabitée, pour évaluer les capacités de Falma tout en cachant son pouvoir. Retirant son armure, elle commence par les bases de la manipulation de l'eau et de la glace. À chaque sort, Éléonore est impressionnée par la puissance de Falma. Découragée par son manque de contrôle, Falma est encouragée par Éléonore, qui promet de continuer à l'aider jusqu'à ce qu'il maîtrise ses compétences. De retour chez lui, Falma s'assoit avec un journal et utilise son don unique pour observer les domestiques de la maison. Chaque fois qu'il utilise ce pouvoir, il voit une zone bleue signalant un problème. Lorsqu'il identifie la cause, la zone bleue devient blanche, signe qu'il a résolu le problème. Grâce à ses vastes connaissances médicales, Falma est capable de détecter et de traiter de nombreuses conditions avec précision. Falma utilise son don et ses connaissances pour aider à soigner les autres. Conscient d'être une anomalie dans ce monde, il sait que si son pouvoir est découvert, il risque d'être arrêté et utilisé comme sujet d'expérimentation. Pour éviter cela, Falma décide de se forger une réputation et de prouver sa valeur. En visitant le laboratoire de son père, Falma est impressionnée par l'équipement disponible, idéal pour créer des médicaments. Il commence par traiter le problème de peau sèche de Charlotte. En imaginant la structure chimique des huiles nécessaires, Falma crée une crème pour les mains en combinant des substances issues de ses souvenirs. Charlotte, stupéfaite, reçoit le médicament et apprend qu'il l'aidera avec sa peau sèche. Falma continue à distribuer ses traitements aux autres qu'il a diagnostiqués, suscitant leur étonnement, aucun noble n'avait jamais soigné des roturiers auparavant. Falma découvre que, dans ce monde, les nobles comme son père ne traitent pas les roturiers, privant ces derniers de soins essentiels en raison de leur statut social et du coût des médicaments. Cette injustice le révolte. Le lendemain, en entrant dans la salle à manger, Falma remarque l'absence de sa petite sœur, Blanche. Il apprend qu'elle a la varicelle. Inquiet des dangers de cette maladie, il se demande à quel point les maladies de ce monde ressemblent à celles de son ancien monde. Son père interdit tout contact avec Blanche pendant 3 semaines, sauf pour Falma, qui a déjà contracté la varicelle dans son enfance. Impressionné par la connaissance de son père sur la réapparition de la varicelle, Falma décide de créer un médicament pour la soigner. Au laboratoire, il imagine les atomes nécessaires et concocte un remède. Il se faufile discrètement dans la chambre de Blanche, mais celle-ci refuse le médicament, craignant son goût amer. Ingénieux, Falma dissimule le médicament dans un macaron, que Blanche accepte de manger. Tout en discutant avec elle, Falma lui demande de garder leur secret et de ne pas gratter ses boutons. Il est surpris que ce monde ignore tout des virus et des bactéries. En lisant une histoire à Blanche, celle-ci remarque son changement d'attitude envers elle, mais lui exprime tout de même son amour, ce qui rappelle à Falma sa sœur défunte de son ancienne vie. Quelques jours plus tard, leur père est stupéfait par la guérison rapide de Blanche et se demande comment cela est possible. De retour au laboratoire, Falma s'interroge sur l'origine de ses pouvoirs et pourquoi il n'en subit aucune conséquence physique. Il met de côté ses pensées négatives pour construire un microscope portatif, espérant l'utiliser pour identifier des maladies. Cependant, il est interrompu par une convocation soudaine dans le bureau de son père. Falma apprend qu'il accompagnera son père pour rendre visite à la famille royale,
alors que ce dernier commence à tousser violemment. Tentant de comprendre la situation, Falma apprend que Sa Majesté est soudainement tombée malade, mais il est distrait par la toux incessante de son père, Bruno. Avant que Falma ne puisse utiliser son œil omnivoyant sur Bruno, ce dernier lui ordonne de se préparer, car ils doivent partir immédiatement. Arrivé chez la famille royale, Bruno salue l'un des conseillers de Sa Majesté avant d'être conduit dans sa chambre. À l'intérieur, une dizaine de médecins sont présents pour tenter d'aider la reine. Bruno se place devant le lit de Sa Majesté, Élisabeth II, et procède à divers examens et analyses, allant jusqu'à prélever son sang et utiliser la magie pour effectuer des tests. Après cela, Bruno discute avec d'autres experts et conclut que la reine est proche de la fin et qu'il n'y a rien à faire. Falma découvre qu'à ce stade, les patients incurables de ce monde reçoivent une dose d'anesthésiant pour leur permettre de partir sans douleur. Avant qu'Élisabeth ne reçoive cette injection, elle demande si son état est irréversible. Bruno ment, affirmant qu'il a un médicament magique qui pourra la sauver. En écoutant les discussions dans la pièce, Falma note que les proches de la reine, considérés comme les plus intelligents, prévoient sa mort pour le lendemain. Voyant l'expression de douleur sur le visage d'Élisabeth, Falma décide d'agir. Il active son œil omnivoyant et identifie la cause de sa maladie, une infection pulmonaire. En analysant les symptômes, il conclut qu'il s'agit de la tuberculose, également appelée la mort blanche. Sachant que ce monde ne dispose pas de la technologie nécessaire pour injecter des médicaments, Falma doit concevoir un remède facile à digérer. Cependant, la complexité du composé le met au défi. Soudain, le fils d'Élisabeth fait irruption dans la pièce et court vers sa mère, qui est trop faible pour le réconforter. Cela pousse Falma à intervenir. Il s'adresse directement à la reine et demande l'autorisation d'essayer une solution. Bien que Bruno et le conseiller d'Élisabeth s'y opposent, la reine accepte, révélant qu'elle était autrefois le meilleur médecin du royaume et qu'elle a confiance en Falma. Avec la permission de la reine, Falma se rend immédiatement dans un laboratoire et bloque la porte avec de la glace pour éviter les interruptions. Il commence à imaginer la structure atomique du médicament, pièce par pièce. Mais avant de terminer, Bruno fait irruption dans la pièce. Bruno critique Falma, affirmant qu'il ne devrait pas donner de faux espoirs à Élisabeth. Il révèle qu'il connaît la tuberculose, impressionnant Falma par sa capacité à diagnostiquer une maladie complexe avec un équipement limité. Bruno insiste sur le fait que parfois, la meilleure solution pour un patient incurable est de lui offrir une fin paisible. Falma refuse cette approche et déclare qu'il sait que Bruno est lui-même infecté par la tuberculose. Il retourne à son travail, mais Bruno l'interrompt à nouveau, exigeant de savoir ce que Falma prépare, insinuant qu'il pourrait s'agir de poison. Lorsque Falma hésite, Bruno commence à lancer des projectiles de glace pour détruire le laboratoire. En réponse, Falma crée un mur de glace pour protéger son équipement et les séparer. Voyant Falma utiliser un sort sans incantation, Bruno exige de savoir qui il est, mais Falma garde le silence. En feuilletant le journal de Falma, Bruno découvre des médicaments qu'il n'a jamais vus ni entendus auparavant. Voyant la marque de médicamenteux briller intensément sur Falma, Bruno se convainc des paroles de son fils et est stupéfait d'apprendre qu'il est béni par une divinité. Falma propose à son père de prendre le crédit pour ses découvertes, mais Bruno refuse. En tant qu'apothicaire, il affirme qu'il est essentiel d'assumer ses réussites, mais aussi de porter la responsabilité de ses erreurs. Ces paroles inspirent Falma, qui dissipe le mur de glace qu'il avait créé. Cette action choque Bruno, car il sait que son fils possède un attribut d'eau positive permettant de créer de la glace, mais il est stupéfait qu'il puisse aussi manipuler des éléments destructeurs, un pouvoir normalement impossible à combiner. Lorsque Bruno demande à nouveau qui est réellement Falma, ce dernier répond simplement qu'il est bien son fils. De retour dans la chambre de la reine, Falma est accueillie avec scepticisme par de nombreux médecins qui doutent de son remède et se moquent de son masque. Même le conseiller de la reine exprime ses réserves. Cependant, la reine elle-même demande à Falma de présenter son médicament. Pendant ce temps, le conseiller discute avec Bruno, qui admet que les compétences de Falma surpassent désormais les siennes. Falma commence sa présentation en utilisant un échantillon du sang d'Élisabeth et son microscope portatif pour montrer les bactéries responsables de la mort blanche. La reine, stupéfaite, partage la découverte avec son conseiller et les autres médecins présents. Falma explique alors le concept de bactéries, décrivant ces micro-organismes comme la cause de la maladie. Bien que cette théorie soit révolutionnaire et inconnue dans ce monde, la détermination de Falma convainc la reine de lui faire confiance. Pour prouver l'innocuité de son remède, Falma mélange le médicament à du vin et en boit une gorgée avant de le donner à la reine. Il déclare qu'il met en jeu sa vie et sa réputation pour garantir sa guérison, annonçant qu'elle sera complètement rétablie en 6 mois. Après qu'Élisabeth ait pris sa dose, Falma proclame devant tous que ce remède marquera le début d'une révolution médicale, capable de vaincre la mort blanche. Sur le chemin du retour, Falma et Bruno restent silencieux dans la calèche, tandis que Bruno réfléchit aux nombreux changements survenus chez son fils depuis qu'il a été frappé par la foudre. De retour chez eux, Falma donne à Bruno une dose du même remède et lui demande de lui faire confiance. Conscient que Falma est bénie par médicamentos, Bruno affirme qu'il lui fait confiance.
Falma répond que bien qu'il soit doté de connaissances médicales grâce à cette bénédiction, c'est Bruno qui lui a appris à parler aux patients et à les traiter avec soin. Touché par cette reconnaissance, Bruno remercie son fils avec une sincérité palpable. 3 mois ont passé, et la relation entre Falma et son père, Bruno, s'est considérablement renforcée. Ils tiennent régulièrement des réunions où ils partagent et enseignent mutuellement leurs connaissances issues de leur monde respectif. Avec le nouveau remède de Falma pour la mort blanche, Bruno informe son fils que des personnes convoitent la recette et qu'il a réussi jusqu'ici à protéger Falma. Reconnaissant, Falma insiste néanmoins sur le fait que les médicaments capables de guérir toute maladie devraient être rendus publics afin de promouvoir le bien que les pharmaciens peuvent accomplir. Touché par l'idéalisme de Falma, Bruno aborde le sujet de la reine. Il révèle que des rumeurs circulent sur le fait que la maladie aurait été introduite intentionnellement dans la famille royale dans le but de les éliminer. Avant que Falma ne parte vérifier l'état de la reine, il explique que même si une personne est exposée à la mort blanche, il n'y a que 10% de chances qu'elle contracte réellement la maladie. Une fois seul, Bruno repense à un souvenir marquant impliquant un homme enchaîné et visiblement dérangé. En arrivant dans la demeure royale, Falma est accueilli par Noah, un autre serviteur de la reine Elisabeth. Noah, intrigué, informe Falma que la reine envisage de lui offrir une récompense pour lui avoir sauvé la vie et lui demande ce qu'il souhaiterait recevoir. Après avoir réfléchi, Falma réalise que son plus grand désir est d'ouvrir sa propre pharmacie. Cela lui permettrait non seulement de se faire un nom, mais aussi de fournir des médicaments aux plus démunis. Falma constate que le traitement fonctionne efficacement, car la santé d'Elisabeth s'améliore visiblement. Toutefois, il met en garde la reine contre les dangers des maladies simples qui, dans certaines conditions, pourraient évoluer et devenir incontrôlables. Reconnaissante, Elisabeth remercie Falma pour l'espoir qu'il lui a offert alors que tous les autres avaient abandonné. Elle confie que dès le moment où elle a été diagnostiquée, son autorité de souveraine a été immédiatement remise en question et ignorée. Lorsqu'elle demande à Falma si elle devrait reprendre le trône, ce dernier lui répond que son fils, ses conseillers, et les citoyens l'aiment profondément. Impressionnée par ces paroles pleines de sagesse, Elisabeth n'a pas le temps de réagir davantage avant que Falma ne quitte la pièce, lui conseillant de ne pas gaspiller cette seconde chance. Quelques mois plus tard, Bruno félicite la reine pour son rétablissement complet et sa réintégration sur le trône. Lors d'une cérémonie officielle, Elisabeth s'excuse pour cette convocation imprévue, mais elle tient à récompenser Bruno et Falma pour leurs efforts. Vêtus élégamment, Bruno et Falma entrent dans la salle du trône, surpris par l'affluence et par l'aura majestueuse de la reine. Elisabeth remercie d'abord Bruno pour son service constant et ses efforts pour enseigner la médecine. Elle lui octroie un domaine en guise de récompense. Ensuite, c'est au tour de Falma, qui est stupéfait d'apprendre qu'il est promu au rang de pharmacien royal, abandonnant son statut d'apprenti. Comme si cela ne suffisait pas, la reine lui accorde également l'autorisation d'ouvrir une pharmacie dans la ville. Falma, surpris, devine que Noah a dû jouer un rôle dans cette décision, car il n'avait confié son rêve à personne. Après un événement si spécial, Falma rentre chez lui et découvre avec surprise que la reine a déjà engagé des ouvriers pour commencer la construction de son officine de ses rêves. S'excusant de ne pas être mieux préparée, Falma est interrompue par Éléonore, envoyée par Bruno pour l'aider dans ce projet. Entourée de tant de personnes, Falma commence à imaginer le design parfait de son officine. Il en fait un croquis détaillé qui impressionne tout le monde. Grâce à ces dessins précis, les ouvriers commencent rapidement les travaux et montrent à Falma leur progrès. Chargée de trouver un nom, Falma propose plusieurs idées, mais par inadvertance, donne un nom incorrect aux ouvriers. Son officine est ainsi baptisée l'officine d'un autre monde. Lorsqu'Éléonore arrive, elle complimente Falma sur ce nom créatif, mais le prévient qu'en tant que fils de noble, il devra rivaliser avec d'autres apothicaires pour attirer des clients. À ce moment, le chef de la guilde des apothicaires, Véron, fait son apparition. Après avoir complimenté le design de l'officine, Véron tente de se moquer des connaissances médicales de Falma, mais est surpris par l'expertise du jeune garçon. Falma lui demande alors s'il doit rejoindre la guilde pour pouvoir exploiter son officine. Véron répond que sa guilde n'accepte que les roturiers et que, bien que les nobles soient les bienvenus, ils seront traités différemment. Entendant cela, Falma refuse l'offre. Véron l'accuse alors de chercher à tirer profit des citoyens en vendant des médicaments à prix élevés, mais Falma riposte en affirmant qu'il vendra à des prix abordables. Furieux, Véron accuse Falma de mentir, mais Éléonore intervient, le réprimandant pour s'en prendre à un enfant. Après avoir fait fuir Véron, Falma et Éléonore inspectent l'officine pour s'assurer que tout l'équipement nécessaire est en place. Réalisant qu'ils ont besoin d'un comptable, Falma remarque Lot, enthousiaste à l'idée de prendre ce poste. Après réflexion, Falma accepte, jugeant que l'énergie de Lot sera un atout. Sachant qu'il manque encore quelqu'un pour la gestion financière, Falma rentre chez lui avec l'intention de trouver la bonne personne. À sa grande surprise, il découvre que tout le monde est réuni autour de Cédric, un majordome de la maison. Cédric informe Falma que son père lui dit de prendre retraite pour préserver ses genoux. Voyant que Cédric souhaite continuer à travailler,
Falma se précipite dans le bureau de son père pour demander s'il peut l'embaucher dans son officine. Bruno, expliquant que Cédric n'est plus sous ses ordres, donne son accord. De plus, Bruno offre un cadeau à Falma pour célébrer le lancement de son entreprise. Remerciant son père, Falma devine que Bruno a peut-être orchestré la retraite de Cédric afin qu'il puisse l'aider dans ce nouveau chapitre. Le jour de l'ouverture, Falma se tient aux côtés de tous ses employés et prononce un discours inaugural. Pendant ce temps, plusieurs roturiers et apothicaires affiliés à la guilde Véron observent l'événement, en train de comploter quelque chose. Alors qu'un mois s'est déjà écoulé, Falma remarque la difficulté imprévue d'attirer des clients dans sa pharmacie. Éléonore explique que c'est parce que les gens du peuple préfèrent aller dans les pharmacies qu'ils connaissent déjà, tandis que les nobles ont généralement des praticiens privés pour s'occuper de leur santé. Par conséquent, la nouvelle pharmacie de Falma est en mauvaise posture. De plus, le statut de noble de Falma met les gens du peuple mal à l'aise. Alors qu'Éléonore, Cédric et Falma commencent à réfléchir à des idées pour attirer des clients, Lotte fait irruption et révèle qu'elle a mené une enquête auprès des habitants de la ville. Sur 100 personnes interrogées, Lotte énonce les préoccupations suivantes concernant la nouvelle pharmacie parallèle de Falma. Les clients sont majoritairement des roturiers, ils ne savent pas comment s'adresser à un noble. Ils ne savent pas s'ils peuvent faire confiance à Falma, un enfant, en tant que pharmacien principal. Et l'ambiance générale du magasin paraît trop prestigieuse, ce qui fait craindre aux gens d'être déplacés ou discriminés. En entendant ces remarques, l'équipe se sent déterminée à changer cela. Des choses comme la peur de prix trop élevés peuvent facilement être réglées en affichant les tarifs abordables à l'extérieur, pour éviter que les gens n'imaginent des prix inaccessibles. Falma réalise aussi que beaucoup de gens ne savent pas lire. Il va donc falloir trouver une solution à cela. Après quelques ajustements, Falma est ravie de voir que Monsieur Jean devient leur tout premier client régulier, achetant des produits utiles pour son métier de marin. Souhaitant l'aider davantage, Falma lui conseille d'acheter ses bonbons à la vitamine C pour prévenir le scorbut. Mais en entendant cela, Monsieur Jean quitte la boutique de façon assez mystérieuse. Intrigué, Falma le suit dehors et l'aperçoit en train de parler à des hommes mystérieux. Mais il est vite distrait par deux visages familiers. Voyant ses parents déguisés, Falma les invite à entrer et leur fait visiter la pharmacie. Au rez-de-chaussée se trouve la zone de vente, un laboratoire et une salle d'attente. Le premier étage est destiné aux soins médicaux et au repos des patients. Enfin, le dernier étage est réservé au personnel, avec un laboratoire privé pour les expériences personnelles de Falma. Installé pour discuter, Falma explique que si des nobles et des marchands visitent la boutique, il est encore difficile de convaincre les roturiers d'acheter leurs produits. En entendant cela, la mère de Falma, Béatrice, lui suggère de créer des produits cosmétiques, ce que Falma trouve être une idée brillante. Mais au moment où il lui demande des suggestions, Bruno, son père, l'interrompt en lui interdisant de créer de la poudre blanche pour le visage. Il explique que les poudres actuelles provoquent mystérieusement une mort prématurée chez les femmes. Falma est impressionnée, comprenant que les cosmétiques de cette époque contiennent des métaux toxiques, ce qui entraîne des empoisonnements chez celles qui utilisent de la poudre blanche. Béatrice ajoute que malgré cela, elle et d'autres femmes aiment avoir la peau très pâle, au point de se saigner volontairement pour paraître plus blanche. Cela donne une idée à Falma. À ce moment-là, un homme interrompt leur conversation pour demander de l'aide, une femme s'est évanouie à l'extérieur. Falma se précipite sur les lieux et utilise son œil omniscient pour examiner la patiente. Au début, il ne détecte aucune maladie grave, mais en regardant de plus près, il remarque des coupures infectées sur ses poignets. De retour à la pharmacie, ils apprennent que la jeune fille s'appelle Chloé, fille d'un entrepreneur, récemment quitté par son petit ami qui préférait une femme à la peau pâle. Pour paraître plus blanche, Chloé s'est mise à se vider de son sang. Falma la met en garde contre cela. Il lui dit aussi d'éviter la poudre blanche, car elle réduit son espérance de vie. Mais elle ne peut s'en empêcher. En la voyant s'effondrer, Falma décide de créer un produit qui blanchit la peau sans danger, et demande à Chloé de revenir plus tard. Une semaine passe, et Falma teste sa nouvelle lotion blanche sur lui-même. Quand Éléonore s'inquiète de le voir utiliser un produit cosmétique en poudre, interdit par son père, Falma la rassure. Sa lotion ne contient aucun métal toxique. Il ajoute qu'il compte alerter la reine sur la dangerosité de ces substances dans les produits de beauté. Quand Chloé revient, Falma lui présente fièrement sa nouvelle lotion. Il lui demande de l'appliquer. Pendant qu'elle le fait, il explique que le produit la protégera aussi du soleil. Il termine avec une poudre scintillante. Chloé fond en larmes, touchée par le fait qu'elle peut désormais obtenir l'apparence qu'elle souhaite sans se faire de mal. Le produit est lancé. L'hôte distribue des échantillons gratuits, attirant des clients de tous âges. Grâce à ses prix abordables et à la sécurité de ses produits, la pharmacie de Falma devient très populaire. Leurs stocks sont souvent épuisés. Chloé propose alors un partenariat. Elle veut ouvrir une boutique indépendante dédiée uniquement aux cosmétiques. Après réflexion, et sur les conseils de Cédric, Falma accepte. Quelques jours plus tard, Falma visite la nouvelle boutique de Chloé. Il est impressionné par l'apparence moderne, mais s'interroge sur le personnel. Il apprend que Chloé a engagé d'anciennes pharmaciennes expérimentées,
qui avait été renvoyé à cause d'une grossesse et cherchait du travail depuis. Falma convoque une réunion pour connaître les résultats du sondage mené par Lot. Tout le monde est ravi, les retours sont extrêmement positifs. Plus tard, on voit Falma discuter avec la reine en lui présentant ses nouveaux produits, qui captivent son intérêt. Sa Majesté exige d'ailleurs de tester personnellement tous les nouveaux produits de Falma à l'avenir. Falma remercie alors Elisabeth d'avoir commencé à restreindre l'utilisation des métaux toxiques en si peu de temps. Mais la reine lui répond qu'elle n'a pas agi gratuitement. En échange, Falma devra révéler certains de ses secrets commerciaux, non seulement à la reine, mais aussi aux entreprises qui dépendent des métaux toxiques pour survivre. Enfin, Elisabeth ordonne à Falma d'augmenter légèrement ses prix. Des tarifs trop bas attireraient l'attention d'autres pharmacies, qui pourraient tout faire pour ruiner Falma. Par une belle journée ensoleillée, nous voyons Falma et sa famille visiter la terre de Marseille, une parcelle de terrain offerte à Bruno pour ses services par la reine. Assis lors d'une réunion de Bruno, Falma observe son père mettre en avant sa confiance en autrui pour gouverner cette ville, la transformant en un port très prisé par les bateaux et riche en agriculture. Alors que Bruno s'enfonce dans les relations avec d'autres royaumes, il remarque que Falma s'ennuie et lui permet d'aller s'amuser dans la mer. En se dirigeant vers la plage, Falma salue Lot et Blanche, toutes deux occupées à construire un château de sable. Voyant l'océan luxuriant, les filles demandent la permission de nager, mais Falma s'y oppose car elles ne savent pas nager. Après quelques supplications, Falma cède, les filles promettant joyeusement de rester près du rivage. En voyant les filles jouer, Éléonore se prépare à les rejoindre et demande à Falma s'il veut se joindre à elle, mais il déclare qu'il préfère regarder. En observant Blanche jouer dans la mer, Falma se souvient de sa petite sœur de sa vie précédente, âgée d'environ 4 ans, qui rêvait toujours de nager avec lui. Parce qu'elle était trop jeune, Falma avait promis de lui apprendre quand elle aurait 5 ans, mais malheureusement, sa maladie fut découverte avant son anniversaire. Soudain, sortie de sa rêverie, Falma entend le cri de Blanche, emportée plus loin dans l'océan par les vagues. Il se précipite dans la mer pour nager vers elle, mais les courants deviennent plus forts au fur et à mesure qu'il s'éloigne. Voyant une vague entraîner Blanche au fond de la mer, Falma plonge profondément pour la sauver, criant de colère pourquoi, même dans ce monde, sa petite sœur est sur le point de mourir. Dans un élan de rage, Falma libère un faisceau de lumière qui anéantit l'eau autour de lui, laissant lui, Blanche et Éléonore, qui l'avaient suivi à la nage, dans une fosse dont les parois sont formées par l'océan. Saisissant Blanche, Éléonore observe Falma retenir les murs d'eau pour éviter qu'ils ne s'effondrent sur eux, notant que le sable sous leurs pieds, au fond de la mer, est complètement sec. De retour sur la terre ferme, Blanche éclate en sanglots de peur, incitant Falma à utiliser son pouvoir pour confirmer qu'elle n'a subi aucune blessure grave. En levant les yeux, Falma remarque les visages terrifiés d'Éléonore et Lot, qui viennent de witnesser un acte divin de sa part. Non seulement il a retiré une partie de l'eau, mais il a supprimé une section entière de la mer en quelques secondes. Se blâmant pour avoir perdu le contrôle, Falma est rappelé par Éléonore que grâce à ce don, il a pu sauver la vie de sa petite sœur, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu faire dans sa vie précédente. Plus tard dans la nuit, après que les choses se soient calmées, Falma réalise qu'il n'a pas seulement retiré l'eau, mais qu'il a inconsciemment éliminé tout ce qui était dissous dans l'eau, rendant son pouvoir terrifiant car il aurait pu blesser Blanche par inadvertance. Remerciant Lot pour ses services, Falma lui demande de se reposer, mais avant qu'elle ne parte, il lui demande de ne pas avoir peur de lui. En entendant cela, Lot explique qu'elle n'était pas choquée par peur de son pouvoir, mais par le fait que Falma avait l'air si héroïque tandis qu'elle restait là, impuissante. Réalisant qu'il s'était trompé sur Lot, Falma la rassure en lui disant de ne pas se surmener et qu'elle peut toujours compter sur lui s'il est là. Soulagé par ces mots, Lot se détend et souhaite une bonne nuit à Falma. Ailleurs, plusieurs figures encapuchonnées rapportent l'existence de Falma, ayant entendu parler de ses capacités mystiques et de son corps sans ombre, comparable à celui d'une divinité. Le chef des figures encapuchonnées ordonne de rechercher Falma, déclarant qu'ils doivent tuer cet humain irrégulier. Une semaine plus tard, Falma et ses employés rouvrent leur pharmacie, émerveillés par la croissance rapide de leur clientèle en si peu de temps. En apercevant quelques figures encapuchonnées, Falma tente de leur parler, mais il perçoit leur regard jugeant avant qu'elles ne s'éloignent. En discutant avec les autres, tous mentionnent que les figures encapuchonnées ne regardaient que Falma et qu'il pourrait s'agir de prêtres envoyés par l'Empire pour assurer leur sécurité. Ils conviennent tous d'informer la garde de la pharmacie de surveiller tout mouvement de figures encapuchonnées à l'avenir. Le lendemain matin, les gardes de Falma se préparent à ouvrir la porte pour installer la boutique, mais en ouvrant, ils réalisent qu'un cheval tirant une voiture fonce droit sur leur magasin. En informant Bruno et Falma, le garde annonce que la pharmacie de Falma a été attaquée, ce qui met Bruno dans une colère noire, quelqu'un ayant osé s'en prendre à la propriété de sa famille. Exigeant l'intervention de la reine, Bruno demande à Falma s'il a des suspects en tête, mais Falma s'abstient d'accuser Véron et sa guilde ou les figures encapuchonnées sans plus de preuves. Se précipitant sur les lieux, Falma interroge Cédric sur l'état de la boutique et apprend avec soulagement que personne n'a été blessé, l'attaque consistant à déverser de la terre et des déchets dans la pharmacie. Heureusement,
Il s'agissait d'une attaque mineure, et Falma a pu sauver la plupart de son équipement de laboratoire, bien que cela représente un sérieux contretemps. Triste de devoir reporter les consultations de ses patients, Falma repère Monsieur Jean, un client régulier, qui a amené quelques amis marins. Ces derniers se mettent immédiatement au travail pour nettoyer. De plus, de nombreux autres clients réguliers se joignent à l'effort, encourageant Falma à garder la tête haute, affirmant qu'ils travailleront tous ensemble pour remettre la pharmacie en marche. Soudain, une mystérieuse jeune femme se précipite dans le magasin, suppliant Falma d'aider son père, victime d'un coup de chaleur et évanoui. Hésitant au début, Falma est rassurée par les autres qui continuent le nettoyage pendant qu'il s'occupe du père de la jeune femme. À cheval, Falma est guidée à travers une forêt, espérant que l'état du père ne s'est pas trop aggravé, n'ayant apporté que l'essentiel pour traiter ses symptômes. Après plusieurs détours, Falma arrive dans un champ herbeux ouvert et se retourne, réalisant que la jeune femme n'est plus avec lui. Sans crier gare, il est entouré par les hommes encapuchonnés, leur chef exigeant de savoir qui il est, affirmant qu'ils viennent du Saint-Royaume.